Salut les amis, quelle est la meilleure méthode en équitation? Est-ce qu'il y a une meilleure méthode? Est-ce qu'il y a des méthodes qui sont moins sujets aux dérives et aux abus que d'autres? Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, vous l'avez peut-être constaté, mais en équitation, quelles que soient les disciplines que vous abordez, vous allez toujours voir des pratiques, des méthodes, des dérives, des choses que les cavaliers font, que certains cavaliers font, et avec lesquelles vous pouvez être en désaccord. Donc du coup, on va parler de ça aujourd'hui, et ça peut certainement être difficile pour vous aujourd'hui de fréquenter certains milieux, parce que pour vous, ces milieux-là sont associés à de l'abus, à de la maltraitance pour les chevaux, alors que pour d'autres personnes, c'est complètement OK. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Donc vous allez peut-être vous retrouver aujourd'hui dans ce que je vais vous raconter, parce que je vais prendre un peu des exemples de mon vécu. Vous allez peut-être vous retrouver là-dedans. En tout cas, si ce n'est pas le cas, vous pouvez le dire en commentaire. Vous pouvez partager votre propre vécu aussi en commentaire, n'hésitez pas. Imaginons que vous ayez commencé l'équitation par des disciplines classiques, donc une équitation classique avec, comme d'habitude, on va dire le mors, le filet, tout ça. Voilà, monter en club, comme d'habitude. Comme ce qu'on voit un petit peu partout d'ailleurs quand on débute l'équitation. Et donc si vous avez monté en équitation classique, et peut-être que au début, vous étiez juste content en fait de monter à cheval, de partager des choses avec le cheval. Voilà, au début, vous étiez plutôt content. On va faire un petit bonhomme content. Voilà, ça vous a beaucoup plu, le partage avec le cheval, les moments que vous pouvez passer avec lui, c'était vraiment, c'est vraiment super et puis ça vous a plu. Donc c'est ça qui vous a motivé au début à faire l'équitation. En général, on a tous démarré en club, en classique. Et puis il peut se passer des choses de temps en temps, des choses qui vont un peu moins vous plaire, que vous allez peut-être pouvoir apercevoir. Ça peut concerner par exemple l'utilisation de la cravache. Ça peut concerner aussi l'utilisation du mors. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien fait. Voilà, c'est un mors. Ça peut concerner plein d'autres choses, et pour moi, ça a été particulièrement l'utilisation du mors par les débutants. Et donc, comme vous le savez, le mors utilisé par les débutants, ça se résout à quelque chose de vraiment pas cool. On voit des bouches grandes ouvertes, les cavaliers qui tirent sur les rênes, et ça n'a pas du tout l'air agréable quand on regarde les pauvres poneys qui subissent ça. Et c'est difficile parce qu'en même temps, le cavalier, il doit quand même apprendre aussi l'équitation et il ne peut pas apprendre sans faire d'erreur. Donc, c'est un peu à double tranchant. Donc voilà, le constat c'est ça. Et en fait, tant qu'on est confronté, on va dire, à ce milieu-là, tant qu'on est là-dedans, finalement, on voit pas le problème. On voit que ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Et c'est ça qui est problématique. Donc, tout ça, ça reste un peu dans le même milieu. Et ça va rester comme ça tant qu'on n'a pas décidé de faire finalement un grand saut et de faire un grand changement, ou tant qu'on n'a pas finalement décidé de passer à autre chose. Et en même temps, ce qui va pouvoir peut-être vous décider de passer à autre chose, ça va être de découvrir une autre équitation, une autre méthode d'équitation. Donc si je nettoie un petit peu, hop, voilà, on a le classique. Et si on veut passer à une autre méthode d'équitation, on peut passer sur une autre case. Et c'est là que, par exemple,
vous allez pouvoir découvrir une autre méthode. Peut-être que ça a été le cas pour vous comme pour moi. On en a découvert qu'il y avait l'équitation éthologique. Et là, en découvrant l'équitation éthologique, et ben vous vous rendez compte que tout ce qu'il y avait avant, donc ici on avait la cravache, on avait le mort, et ben en équitation étho, il n'y a plus tout ça. Et ça fonctionne plus de cette manière-là. Ça va fonctionner différemment. Il n'y a pas de cravache, mais il y a un carottique, il y a une longe, un école éthologique. Et donc là, en arrivant à ce niveau-là, dans cette case-là, donc en passant de là à là, vous vous rendez compte que les choses sont un petit peu différentes et vous vous dites c'est super parce que on n'a pas tous ces éléments-là, on n'a pas tout ça me dérangeait, ça me dérangeait, et ici on ne l'a pas, tout simplement. Et donc du coup, forcément, au début, on est toujours content d'avoir fait ce choix-là, alors que finalement, on commence à trouver que l'équitation classique, c'est pas si bien que ça finalement, et que ça nous plaît pas du tout. Et par contre, l'équitation éthologique, c'est super, tout le monde il est beau, tout le monde il est mignon dans l'équitation éthologique et c'est super, et on est très très content. Et tout ça, ça va durer un certain temps, jusqu'à ce que on arrive en fait à la phase où on va se rendre compte que ici, il y a des inconvénients. Et en fait, finalement, dans l'équitation classique, les inconvénients, ça pouvait être des choses comme la cravache, le mort utilisé chez les débutants. Et en fait, en équitation éthologique, on peut se rendre compte qu'il y a d'autres inconvénients. Alors, ça peut durer un moment avant qu'on s'en rende compte, ça peut durer parfois des années. Et finalement, il peut arriver un jour où on va se rendre compte qu'il y a des inconvénients, où il y a des dérives, il y a en tout cas des choses qui ne vous conviennent pas non plus dans l'équitation éthologique. Et pour moi, donc pour vous donner un exemple vécu, autant dans l'équitation classique, ce qui m'avait dérangé, c'était le fait que le mort utilisé par les débutants soit mal utilisé, qu'il fasse mal au poney, mal au cheval. Et autant dans l'équitation éthologique, ce qui m'a dérangé, c'est que vous le savez peut-être, mais on utilise le renforcement négatif en équitation éthologique. Donc ça s'appelle le R-. Donc le renforcement négatif, c'est quoi? Le renforcement négatif, c'est on met une pression. Là, si je avec mon doigt ou avec mon stick, je donne une direction, je demande quelque chose à mon cheval, et s'il ne le fait pas, je vais lui demander plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, jusqu'à ce qu'il fasse. Et une fois qu'il a fait, je l'enlève. C'est pour ça qu'on dit négatif. Renforcement, parce que on lui apprend. Renforcement, on lui renforce cette habitude. Négatif, en lui enlevant la pression quand il a bien fait. Et c'est exactement la même chose en classique. Hein. En classique aussi, on utilise le renforcement négatif. De la même manière, sauf qu'en équitation éthologique, on va peut-être l'expliquer un petit peu mieux au cavalier. Et là où on va arriver sur les dérives en équitation éthologique, c'est qu'au lieu de simplement augmenter la pression jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que le cheval réponde, on peut aller, dans le cas d'une dérive, ça va aller jusqu'à finalement frapper le cheval jusqu'à ce qu'il réponde. Et c'est ça qui, moi en tout cas, m'a dérangé et m'a fait détourner de cette méthode-là. C'est-à-dire que si les cavaliers de cette méthode-là ne sont pas capables de comprendre que quand on renforce négativement, ça ne veut pas dire, donc je vais mettre pas égal
à frapper. Voilà, c'est très mal écrit, c'est pas grave. Donc si en équitation éthologique, les personnes qui apprennent ces méthodes-là, ou vous qui apprenez ces méthodes-là, vous n'êtes pas capable de voir la différence entre renforcer négativement, donc utiliser une pression de plus en plus importante sur le cheval et frapper le cheval, il y a une différence entre les deux. Si vous ne savez pas voir cette différence-là, alors vous arrivez dans les dérives de l'équitation éthologique. Donc maintenant, une fois qu'on en est arrivé là, vous avez deux possibilités. Soit vous continuez de faire la même chose, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, vous voyez qu'il y a des inconvénients avec l'équitation éthologique, et puis vous allez du coup vous tourner vers une autre équitation, une autre méthode. On va juste mettre autre, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être du western, ça peut être ce que vous voulez, dans l'espoir que ce soit mieux, parce qu'on fonctionne toujours dans l'idée que si dans le classique c'est pas bien, on va changer, on va aller dans l'étau, et l'étau ça sera peut-être un peu mieux, et puis en fait on se rend compte au bout d'un moment que l'étau ça nous plaît pas, et il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui ne nous correspondent pas, donc du coup hop on va basculer encore sur un autre, et puis finalement dans l'autre aussi il y a des inconvénients, et hop on va basculer de nouveau sur un troisième et un autre et un autre et un autre. Et finalement, il y a certains cavaliers qui ne font que ça, de nous passer d'une case à une autre et de faire ça tout le temps et de changer tout le temps de méthode dans l'espoir de finalement peut-être trouver un jour quelque chose qui fonctionne. Donc ça, c'est un peu notre tendance à vouloir toujours trouver l'objet brillant, le truc nouveau, la méthode infaillible, le machin qui marche tout seul sans qu'on ait besoin de rien faire, alors que en fait, ça n'existe pas. Donc soit vous faites ça, et vous passez votre temps à changer de méthode et à critiquer les méthodes que vous avez fait avant en disant « Oh là là, qu'est-ce que c'était pas bien ?» Et finalement, personne n'avance. Soit vous vous posez la question de pourquoi ça fonctionne comme ça. Pourquoi on a toujours des dérives, quelle que soit la méthode qu'on utilise. Donc, et tout ça nous amène à une seule question qui est comment éviter les dérives. Parce que si vous avez bien suivi tout ça, vous comprenez maintenant que l'on soit en classique, en étau ou en autre chose, il y a toujours des dérives, peu importe. Dans quelle méthode vous êtes, il y a toujours des dérives, il y a toujours des inconvénients, il y a toujours des mauvaises interprétations qui peuvent en être faites. Exactement comme quand certaines personnes ne comprennent pas la différence entre utiliser le renforcement négatif et frapper son cheval. Ce sont quand même deux choses différentes. Dans un cas, on attend une réponse du cheval, donc on va quand même le mettre dans des conditions propices à l'apprentissage, et dans l'autre cas, le cheval n'est pas dans les conditions propices à l'apprentissage et il ne peut pas apprendre, et donc ce n'est pas du renforcement, c'est de la maltraitance. Donc comment éviter ces dérives, quel que soit le type d'équitation dans lequel on se trouve? Et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que finalement, les dérives, elles ne viennent pas des méthodes, ça ne vient pas du classique. Ça ne vient pas non plus ici de l'équitation éthologique, et ça ne vient pas non plus d'un autre type d'équitation, d'une autre discipline, ça ne vient pas ni du western, ni de ce que vous voulez. Finalement, les dérives, elles arrivent parce que nous sommes des humains, tout simplement. Et c'est parce que nous sommes humains que nous créons des dérives. C'est parce que nous sommes humains que nous créons des dérives. Du coup, ce qu'il va falloir changer dans cette équation, ce n'est pas le choix de la méthode, c'est les qualités que vous avez vous en tant qu'humain.
Et donc du coup, dans ces qualités, ça va être par exemple la façon avec laquelle vous gérez vos émotions. Est-ce que vous laissez votre colère jaillir sur le cheval et vous le punissez parce que vous êtes en colère? Ou est-ce que vous savez quand même faire la part des choses? Il va y avoir également la connaissance du cheval, connaissance du comportement du cheval qui permet de savoir si le cheval il fait ça, pourquoi il fait ça surtout. Et puis une fois que vous comprenez pourquoi votre cheval a un comportement en particulier, vous pouvez aller à la cause, vous pouvez vraiment le comprendre, vous pouvez savoir pourquoi il fait ça. Et du coup, vous aurez une réponse appropriée, du coup, vous pourrez lui répondre, vous pourrez adapter ce que vous faites avec lui. Enfin, dans tous les cas, il n'y aura pas de mauvaise interprétation. Parce que la mauvaise interprétation, c'est ce qui arrive très souvent. Votre cheval fait quelque chose, vous réagissez parce que vous pensez qu'il fait ça pour une mauvaise raison, parce que, par exemple, ça va peut-être vous choquer, mais pour donner un exemple complètement faux, votre cheval fait un coup de queue en longe, et vous pensez qu'il fait ça parce qu'il vous aime pas. Alors, je donne volontairement un exemple qui soit complètement débile pour que vous compreniez à quel point c'est débile. Mais non, le cheval, il fait pas les choses contre vous personnellement. Il peut faire les choses à cause de vous, parce que vous êtes comme ceci, ou que vous êtes comme cela, ou que vous êtes tendu aujourd'hui, ou que vous appréhendez, et que vous êtes pas bien, mais il va pas faire les choses à cause d'eux. Donc tout ça, ça fait partie du volet de connaissances qui sont vraiment importants. Et enfin, autre chose qu'on peut évoquer ici, on peut parler de la conscience. Et et ça concerne tous les plans, aussi bien conscience physique, conscience de vos gestes, conscience également de ce que vous faites, de pourquoi vous le faites, de ne pas faire n'importe quoi, conscience que là vous agissez sur le coup de l'émotion, conscience que si vous agissez sur le coup de l'émotion, du coup vous ne serez pas juste, conscience que vous n'avez peut-être pas la bonne interprétation du comportement du cheval parce que vos connaissances sont insuffisantes, conscience que vous avez peut-être besoin d'aide aussi, conscience que votre niveau à cheval ne vous permet pas d'avoir des aides très précises dans les mains, que ça ne vous permet pas d'avoir une bonne qualité de main et que c'est peut-être juste à cause de ça que votre cheval a tendance à tirer sur les rênes ou que c'est peut-être juste vous qui tirez sur les rênes en premier et que du coup ce n'est pas exprès pour vous embêter que votre cheval se met à secouer la tête ou à hocher la tête ou à tirer. Voilà. Donc en fait finalement, on ne peut pas dire qu'il y ait une méthode en particulier qui soit meilleure que l'autre, parce que de toute façon, les dérives, elles apparaissent toujours à cause de notre côté humain. Et donc du coup, nous, on n'a pas d'autre choix que d'améliorer ce côté humain pour mieux gérer les émotions, avoir de meilleures connaissances du cheval et avoir une meilleure conscience de soi pour du coup rendre service au cheval et utiliser correctement une de ces méthodes. Parce que finalement, les méthodes, elles n'ont rien demandé. C'est pas la faute de la méthode si vous n'y arrivez pas. C'est la faute de vous et de comment vous gérez tout ça. Et effectivement, peut-être que si vous appliquez mal cette méthode-là, effectivement, vous n'aurez peut-être pas de très bons résultats. Mais ça ne sera pas la faute de la méthode, ça sera la faute de vous. Donc finalement, la question, quelle est la meilleure méthode? Ce n'est pas une bonne question. La bonne question, ce serait qui vous voulez être, vous, en tant qu'humain, en tant que cavalier, qui vous voulez devenir comme cavalier. Et qu'est-ce que vous faites pour ça? Et le choix de la méthode, finalement, on s'en fout, parce que vous choisissiez celle-ci ou celle-là, ça revient au même. Ça revient au même parce que si vous appliquez mal les méthodes classiques, il y a des chances que vous appliquiez mal aussi d'autres méthodes. Et si vous les appliquez mal, c'est peut-être à cause d'une de ces trois choses-là. Et donc c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai commencé en classique, puis je me suis intéressée à l'équitation éthologique,
Et finalement, je suis revenue plus ou moins en classique. Donc, bon, je ne sais pas si on peut mettre équitation française dans le classique ou dans autre chose. Mais dans tous les cas, je suis revenue plutôt de ce côté-là parce que je me suis rendu compte que ça ne servait à rien de vouloir changer de méthode et que ce qu'il fallait changer, c'était soi-même. Donc il n'y a pas de meilleure méthode, il n'y a que des méthodes qui sont différentes et qui vont vous correspondre ou pas, effectivement, et que finalement, les dérives, elles ne découlent que des humains, des mauvaises émotions, mauvaises connaissances, mauvaise interprétation, mauvaise conscience de soi, manque de remise en question et plein d'autres choses. Donc toutes les dérives n'arrivent que parce que vous êtes humain. Donc il n'y a pas de meilleure méthode, il n'y a que des méthodes différentes. À vous de choisir celle que vous préférez et en parallèle chercher à devenir un meilleur cavalier. Voilà, et depuis que j'ai compris ça, je m'efforce le plus possible dans tout ce que je partage, donc, y compris dans ce que je partage sur mon blog, dans les articles gratuits, dans mes cours que je donne en présentiel, dans les cours que je donne en virtuel, dans les cours audio. Je partage au maximum des choses qui vont vous aider à améliorer vos compétences en tant que cavalier, à améliorer vos compétences en tant qu'humain, à vous rendre comme étant de meilleurs humains, de meilleurs cavaliers, pour que ensuite vous puissiez appliquer correctement la méthode que j'enseigne, qui est une méthode d'équitation plutôt classique, on va dire, mais avec beaucoup de valeurs fortes au niveau du bien-être du cheval, du confort, du plaisir partagé avec le cheval. Et donc pour ça, ça demande quand même une grande maîtrise de soi et pas mal d'investissement pour avoir les connaissances suffisantes, pour avoir les bons réflexes et avoir la bonne manière de penser pour que tout ça puisse marcher et être vraiment en harmonie avec le cheval. Donc si tout ça vous intéresse, il faut regarder le lien dans la description. Vous pourrez télécharger mon guide gratuitement. Donc n'hésitez pas et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.